Obèse, glouton, pas vraiment intelligent, le charme de l'ogre se fait plus discret, plus confidentiel que celui du loup, et pourtant, le géant qui terrorise le petit poucet, qui veut manger la Belle au bois dormant et qui finit terrassé par un chat qui parle ou par le célèbre Jack, a beaucoup de choses à nous dire. Pour le loup, il suffit de se pencher un peu sur les caractéristiques de l'ogre pour constater que son appétit vorace trouve son origine dans des récits mythologiques. Un géant cannibale amateur de chair fraîche, on a Polyphème, le cyclope de l'Odyssée qui se régale plutôt bien avec les copains d'Ulysse. Ce mangeur d'hommes réveille la peur primitive de la dévoration présente dès l'origine, dès la théogonie, donc le récit qui relate la naissance des dieux grecs, avec Cronos, le roi des titans qui avale ses enfants à leur naissance, dessinant par là les contours d'un ogre primitif. Selon Hésiode, Cronos est affilié au chaos, puisque du chaos sont nés Gaïa la terre et Ouranos le ciel qui ont eux-mêmes engendré les titans. Or, le fait de manger des hommes est clairement associé au chaos dans le sens habituel où nous l'entendons. L'anthropophagie, donc l'activité de consommer de la chair humaine, est l'incarnation du désordre absolu. En effet, l'ordre social repose sur l'interdit formel du cannibalisme. Avouez que ce serait quand même compliqué de mener une vie sociale sereine et normale si on essayait sans cesse de se manger les uns les autres. Il y a qu'à voir le bordel généralisé qui règne sur Terre dès que les zombies se pointent dans une histoire. Mais du coup, cette peur liée à la dévoration est présente à chaque apparition de l'ogre. Concrètement, le terme ogre pour désigner un géant amateur de chair fraîche, même si son étymologie demeure un peu floue, apparaît vers l'an 1300 en France, quand nous sommes obligés d'attendre 1697 pour avoir son pendant féminin, l'ogresse, enfin nommée. Pourtant, les ogresses occupent de jolies places dans les récits où on rencontre Tourmentine, l'épouse de l'ogre Ravagio qui n'a qu'un œil dans le conte L'Oranger et l'abeille de la comtesse d'Aulnoy, il y a les 7 petites ogresses dans Le Petit Poucet, et la belle-mère de la Belle au bois dormant dans la version de Charles Perrault. Grâce à son gigantisme qui lui confère un mode de représentation visuellement poignant et chargé de sens, ainsi qu'à cette peur archaïque d'être mangé qu'il traîne avec lui, l'ogre finit par devenir un personnage très stéréotypé des contes de fées. Il y incarne un principe négatif, brutal et destructeur. Dans ses textes, il est caractérisé par sa faim insatiable de chair fraîche et son obsession pour la viande. A noter que l'ogre, à la différence du loup, préfère sa viande cuite et cuisinée plutôt que crue, d'où les salades de nourrissons sur les illustrations de Gustave Doré et le choix de la belle-mère dans La Belle au bois dormant qui se porte sur une sauce Robert pour déguster convenablement ses petits-enfants. C'est un personnage clairement animalisé par son flair totalement inhumain. Dans Le Petit Poucet par exemple, l'ogre sait que les enfants sont dans sa demeure uniquement grâce à son odorat surdéveloppé. C'est un être marginal qui vit à l'écart des hommes, en général en bordure de forêt, à quelques exceptions près comme l'ogre de Jack et le haricot magique qui vit dans un royaume au-dessus des nuages. Mais bon, c'est pas non plus la première porte à côté du premier village humain quoi. Il est souvent détenteur de richesses ou de pouvoirs exceptionnels comme la capacité à se métamorphoser ou celle à se déplacer très très vite grâce aux bottes des 7 lieues. Néanmoins, ça ne l'empêche pas d'être relativement bête, puisque dans tous les contes dont ils sont l'objet, les ogres finissent toujours terrassés par des héros qui utilisent la ruse. Les plus célèbres étant peut-être l'ogre du Petit Poucet qui égorge ses 7 filles en pensant qu'il s'agit de Poucet et ses frères, ou encore l'ogre du Chapeauté que le matou pousse à se changer en souris afin de pouvoir l'avaler. Comble du comble, cet ogre-là ne dévore pas mais finit bel et bien dévoré. Les interprétations des analystes de Freud à Bruno Bettelheim en passant par Michel Butor convergent à peu près toutes vers une figure, celle du paternel. L'ogre, ce serait l'image difforme, cauchemardesque, du père qu'il est nécessaire de tuer symboliquement si l'on veut grandir. De fait, les ogres sont souvent assimilés à des figures tutélaires dont il faut s'affranchir dans les contes. L'ogre du Petit Poucet est père de 7 enfants, la femme de l'ogre joue un rôle presque maternel pour Jack en haut du haricot magique, et l'ogresse n'est autre que la belle-mère dans La Belle au bois dormant. Enfin, Bettelheim ajoute que les ogres sont un écho aux frayeurs des enfants en bas âge. Son statut aiderait les enfants à maîtriser le stade oral où l'on met tout à la bouche, en donnant comme exemple à ne pas suivre la puissance destructrice de l'ogre muselé et vaincu. Et il est temps pour moi de vous laisser. J'espère avoir réveillé en vous une certaine curiosité quant à cet être parfois un peu délaissé. Et je vous retrouve demain pour la 3e et dernière vidéo de cette série spéciale Halloween, où on abordera un personnage un poil plus sexy, la méchante reine. En attendant, vous pouvez me retrouver comme toujours sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aider Magic Mirror en participant à notre cagnotte Ulule. En attendant, jusqu'à demain, portez-vous bien.